Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Vous les avez peut-être connus sous le nom des Miraculeux. Aujourd'hui, la marque s'appelle Myomlab. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son fondateur, David Guenoun, pour explorer avec lui son parcours d'entrepreneur. Bienvenue dans ce 45e épisode du podcast Culture Nutrition. Bonjour David. Salut Grégory. Bon écoute David, ça me fait plaisir de te voir parce que ça fait quelques années qu'on se croise dans l'écosystème nutrition, nutraceutique. Et si je me souviens bien, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur un salon VitaFood à une époque où tu avais un projet qui s'appelait en effet Les Miraculeux, mais qui était plutôt sous forme liquide, si j'ai des bons souvenirs. Ouais, c'est vrai, c'est tout à fait. C'était en 2017, je pense, donc ça remonte effectivement un petit peu. Et les Miraculeux, au départ, en fait, c'était pas un produit, c'était plutôt une mission et un projet qui, lui, n'a pas changé et qui était le projet de se dire, dans les compléments alimentaires, il y a quelque chose de dommage, c'est que beaucoup de gens en prennent, mais arrêtent leur cure en plein milieu. Et du coup, pourquoi c'est dommage? Parce qu'une cure arrêtée n'a pas l'efficacité qu'on voudrait, qu'on souhaiterait. Et donc, Myomlab et les Miraculeux sont nés du projet de se dire, si on améliore en fait l'expérience du complément alimentaire, peut-être qu'on fait quelque chose d'utile du point de vue de ce qu'on appelle l'observance, donc pour aider les gens à aller plus facilement du début à la fin de leur cure, et du coup, on fait quelque chose d'utile en termes d'efficacité. Donc voilà, le projet est né de là, et moi j'ai toujours eu cette obsession en tête de me dire, je vais aider, grâce à mon produit, grâce à mes produits, les gens à aller plus facilement du début à la fin de leur cure. D'accord, on va reparler de cette galénique qui favorise l'observance, qui est votre fer de lance, la gummy. Mais avant cela, on va regarder un petit peu dans le rétroviseur et voir tout ce que tu as fait avant Myomlab, puisque tu as eu une carrière bien remplie, HEC, la finance, puis Coca-Cola, puis je crois que tu as fait du conseil en strat aussi. Enfin voilà, donc on va dire un parcours normalement bien tracé. Puis finalement, en cours de route, tu repars à la fac et tu te formes à la nutrition. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce parcours à la fois académique et professionnel du début de ta carrière et qu'est-ce qui a fait que tu as pris ce virage et de la nutrition et de l'entrepreneuriat? Oui, tout à fait. Alors, la santé est un domaine dans lequel je baigne un petit peu naturellement depuis toujours. J'ai mes parents qui sont dans la santé, mes grands-parents aussi, mes frères aujourd'hui. Donc, c'est un univers auquel j'ai toujours appartenu. Mais néanmoins, j'étais intéressé par le commerce et donc je fais une école de commerce. En parallèle de ça, j'avais déjà monté 2 premiers projets dans la santé. Un premier qui était pour suivre des patients qui étaient implantés de pacemaker. C'était quand j'avais 20 ans, c'était mon premier projet entrepreneurial et je le menais avec mon père à ce moment-là. Et ensuite, un deuxième dans la communication scientifique pour des laboratoires. Ça, j'avais mené ça pendant l'école de commerce, mais après, c'est aussi pendant ces projets que j'ai pris conscience qu'entreprendre, ça ne s'improvisait pas forcément. Enfin, certains y arrivent très bien, mais moi, je sentais que j'avais des lacunes et que ces lacunes pouvaient être comblées par une expérience en conseil en stratégie, parce que c'était un domaine dans lequel, effectivement, ça permettait de voir plein de boîtes, plein de fonctionnements et de comprendre comment fonctionnaient des entreprises. Ça m'a énormément aidé dans ma culture entrepreneuriale et derrière ça, j'ai voulu entreprendre à nouveau dans le marketing digital cette fois-ci, avec une boîte que j'ai montée et que j'ai revendue à un groupe allemand. Et ensuite, j'ai travaillé pour Coca-Cola. Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir, mais c'était Coca-Cola était client de mon entreprise. Et quand ils ont su que j'avais revendu la boîte, ils m'ont proposé un poste là-bas, intrapreneurial au sein de Coca-Cola. Donc, il y avait quand même un lien avec l'entrepreneuriat. Et Coca-Cola, ça a été peut-être aussi une prise de conscience de la nutrition, qui était un domaine dans la santé que je n'avais pas encore suffisamment exploré. Et qui m'a passionné parce que c'est sûr que quand on vend du coca, c'est un sujet dont les gens nous parlent beaucoup, que ce soit notre entourage ou nos clients. Et j'ai eu envie de m'y intéresser davantage et jusqu'à prendre la décision de quitter Coca pour effectivement intégrer la fac de médecine de Bichat et passer à un diplôme universitaire en diététique et nutrition clinique et thérapeutique. J'étais à ce moment-là plutôt du coup en nutrition hospitalière, auprès de patients qui étaient des patients opérés de chirurgie bariatrique et qui avaient
particulièrement des problèmes d'observance dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des gens qui sont supplémentés à vie et qui prenaient assez peu leurs compléments alimentaires. C'est ça qui a éveillé ma conscience sur ce sujet de l'observance. Et ensuite, quand je suis sorti de l'hôpital, je me dis, mais en fait, l'observance, ça ne concernait pas que ces patients, ça concerne la population générale, comme on le dit. On a tous dans notre entourage vécu la situation de commencer une cure et de ne pas la finir, hein. Donc, c'est à partir de là, et en parallèle de mes études, qu'a mûri l'idée de Mium Lab et que cette passion pour l'observance du complément alimentaire est née et m'a donné l'idée de ce projet-là. Donc, voilà un petit peu mon parcours. Disons que le liant, c'est quand même la santé et l'entrepreneuriat qui ont toujours été des choses assez fortes dans ma personnalité. Et du coup, tu as créé une marque de compléments alimentaires parce que tu avais fait le diplôme de nutrition, ou tu t'es formé à la nutrition parce que tu savais que tu voulais entreprendre dans le secteur de la nutrition? Disons que la formation en nutrition était dans l'objectif de mener un projet autour de ça, qui n'était pas défini à l'époque où j'ai commencé ma formation. Je ne savais pas si c'était une entreprise, je ne savais pas si c'était sous la forme de conseils, de spécialisation pour ensuite rejoindre un groupe pharmaceutique. C'était assez flou dans ma tête. Ce que je savais, c'était que le domaine de la nutrition humaine m'intéressait. Et voilà, comme l'entrepreneuriat a toujours quand même été fortement ancré en moi, quand j'ai observé et vécu une problématique à l'intérieur de l'espace nutrition, j'ai eu envie de la résoudre et de trouver une solution à ça. Voilà. Et comme je ne voyais pas de solution dans l'existant, puisqu'à l'époque, alors le gummies n'existait pas du tout, quasiment pas. En France, en tout cas. En France, en tout cas, tu as raison. Et disons que les solutions qui alliaient aussi l'efficacité et le plaisir, c'était pas commun. Et ça l'est toujours pas d'ailleurs, parce que voilà, à l'époque, quand moi je disais mon projet, c'est finalement de réunir ces deux dimensions, efficacité et plaisir, pour que l'expérience du complément alimentaire change, on me disait, mais non, parce que un complément c'est alimentaire, l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre, c'est ça, exactement. Soit c'est bon, mais c'est pas efficace, soit c'est efficace. D'ailleurs, il y en a qui disaient, il faut même que ce soit mauvais pour que ce soit efficace, ça a le goût de l'efficacité. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ça, c'est n'importe quoi. C'est pourquoi ? Et c'est un peu... Finalement, c'est un peu de s'insurger contre cette idée reçue qui m'a donné envie d'entreprendre et de dire non, mais j'ai envie de faire quelque chose qui prouve que on peut mêler les deux et que ça peut avoir des vertus d'un point de vue de la santé et de l'utilité pour les patients et pour les consommateurs. Et donc, alors, comment tu es venu sur ces choix de galénique et comment tu es passé du liquide à la gummy? Est-ce que la gamme liquide, d'ailleurs, a été lancée un jour? Quel a été son succès commercial? J'imagine que ça n'a pas été un grand succès parce qu'elle n'existe plus, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'était pas forcément un problème de demande. Ça a plutôt été un problème d'opérationnalisation. C'est-à-dire, j'explique, c'est que j'avais lancé la gamme de shots à boire, effectivement, c'était commercialisé, mais quand j'ai voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire passer de le petit atelier artisanal qui fabrique les shots à une industrialisation à plus grande échelle, j'ai rencontré des difficultés logistiques, distribution, conservation, qui du coup se répercutaient dans mon prix de vente au consommateur. Et donc à un moment, toutes mes contraintes mis bout à bout faisaient que mon complément alimentaire en shot allait coûter très très cher. Et que ce n'était pas mon idée que d'avoir un complément dédié uniquement à des personnes très riches qui pouvaient se payer des compléments très chers. J'avais vraiment la volonté d'un produit accessible pour tous. Donc, j'avais un problème philosophique avec ça et je ne voulais pas continuer dans cette voie de produits super chers et de niche. C'est pour ça que je me suis dit, bon, mon projet là, il est dans une impasse et j'ai deux solutions. Soit je l'abandonne et je retourne dans l'industrie où je trouverai un job sans problème, voilà. Soit je garde ma mission, à savoir celle de combiner l'efficacité et le plaisir, mais il faut que je trouve un autre produit. Et c'est cette option-là que j'ai prise, et en me disant quelles étaient les contraintes de mon ancien produit que je veux annuler, j'en avais fait la liste, et du coup, petit à petit, j'ai essayé de trouver une autre forme
de produits qui cumulaient efficacité et plaisir. J'ai découvert aux États-Unis effectivement la gummy, qui était une forme qui se développait beaucoup Hmm. là-bas Oui. depuis quelques années, on va dire peut-être. Bon, je sais pas la date exacte, mais je dirais à partir de 2013-2014, on voyait des marques comme Oli Oli, ouais, qui était un aux des pionniers, États-Unis ouais. qui était un des pionniers, qui se développait beaucoup. Il y a eu Smarty Pants derrière, il y en a eu d'autres. Et voilà, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Là, ça remplit la mission. Est-ce que ça va être facile? Non, ça c'est clair, parce que quand je montrais un gummies à un pharmacien en 2017, il disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, etc. Bon, il y en a encore qui le C'est disent, des hein, mais bonbons, j'en veux pas. voilà. Est-ce que ça va être facile? Non. Mais est-ce que ça remplit la mission? Oui. Donc, essayons de le faire. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, la marque est devenue vraiment un acteur de référence sur les gummies et extrêmement spécialisé sur cette galénique-là. Il y a pas 36 marques qui sont aussi spécialisées sur les gummies. Est-ce que tu envisages de sortir de la galénique, de stretcher la marque, comme on dit en bon marketeur, sur d'autres galéniques, comme par exemple le liquide, qui est depuis devenu plutôt à la mode, ou alors même carrément des galéniques traditionnelles du marché, comme de la gélule, du comprimé. C'est quoi cette réflexion sur la galénique que tu as autour de la marque? La marque existe depuis maintenant, depuis 7 ans. Euh, Moi, je conçois notre projet comme un projet de spécialiste. Mhm. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu depuis le départ que l'on fasse ça et que ça pour être les meilleurs connaisseurs de cette forme-là et proposer les meilleurs produits du marché sous cette forme-là. Euh, donc aujourd'hui, je suis toujours convaincu de ce positionnement parce que c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir une longueur d'avance en termes de développement. Nous, on consacre toute notre énergie, toute notre bande passante, toute notre recherche à essayer de faire les meilleurs gummies du marché. Euh, je pense qu'on y arrive souvent et c'est ça qu'on veut perpétuer. Euh, Maintenant, c'est difficile d'avoir, j'ai pas de boule de cristal et de savoir ce qui va se passer dans 10 ans. Euh, Ce qui est sûr, c'est que la mission de notre entreprise, c'est d'avoir un produit qui cumule efficacité et plaisir. Donc, on n'ira pas développer une énième gélule de magnésium, on n'ira pas faire une poudre de collagène comme il peut y en avoir plein d'autres sur le marché. C'est pas notre voilà, c'est pas notre ADN. Donc voilà, je te réponds. Moi, mon positionnement 100% gummies sur Mium Lab me semble être pertinent et nous permet de développer, je pense, des produits plus experts que les autres. Parce que quand tu dis, je comprends, le positionnement unique sur efficacité et plaisir, tu pourrais très bien aller sur des poudres à diluer qui sont elles également tendance, avec reconstitution d'un smoothie qui est plutôt agréable ou d'une petite compote qui amène du plaisir. C'est imaginable, mais moi j'ai la conviction qu'il y a encore beaucoup de choses à faire sur la galénique gomme, Oui, d'accord. qu'il y a des actifs qui ne sont pas encore travaillés sous cette galénique et que Mhm. je serais fier d'être le premier à proposer sous l'étendard Mium Lab. D'accord. Ah bah justement, alors parlons innovation, innovation R&D, etc. Bah, je sais pas, est-ce que tu peux nous annoncer en avant-première des lancements de la rentrée là, à l'heure qu'on enregistre, on est à la rentrée automnale 2025. Est-ce qu'il y a des choses qui vont sortir là dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Oui, oui, en effet, il y a un produit sur lequel on travaille depuis assez longtemps parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de demandes sur ce produit-là, mais on ne l'avait pas fait jusqu'à présent par rapport justement à la contrainte gomme. D'accord. Cet actif, c'est le collagène. Ah, très Le, bien. le collagène, aujourd'hui, quand on parle de collagène marin ou collagène bovin, les concentrations nécessaires pour avoir une efficacité sont très importantes. Tout à fait. 5 De grammes, l'ordre 10 du gramme, quoi. grammes, Enfin, ça se compte en grammes. voilà, de l'ordre du gramme. Ça peut commencer à 3 grammes selon les Hmm. études, jusqu'à 5-10. Et n'était pas compatible avec la galénique gomme dans laquelle on n'a pas la place d'introduire ça.
Depuis des années, on cherchait des actifs qui allaient nous permettre de pouvoir intégrer du collagène dans de la gomme, et on a fait beaucoup d'essais avec de la membrane d'œuf, Oui, dont on a pas mal parlé cette année d'ailleurs à VitaFood tout à fait. Ça faisait sur d'autres partie de salons. notre webinaire des tendances de VitaFood 2025. Exactement, qui présente certaines contraintes aussi, mais qu'on a enfin réussi à intégrer dans une gomme, et en remplissant notre cahier des charges sur l'aspect plaisir et sur l'aspect efficacité. Là, avec des doses de 300 mg, on a des études cliniques qui montrent l'efficacité sur l'élasticité de la peau. Euh, et c'est le produit, du coup, phare que l'on va lancer dans quelques semaines, Ah, bah, super. et qu'on est très fiers de lancer parce qu'on pense qu'il répond à une grosse demande, et qui répond aussi à un nouvel usage, on va dire, parce que prendre la poudre, c'est efficace, hein, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais bon, ça présente certaines contraintes, il faut avoir de l'eau, il faut mélanger, il faut le faire tous les jours, les goûts ne sont pas forcément extrêmement bons. Là, on a réussi en 2 gummies, comme on le fait sur nos autres cures, à avoir une efficacité prouvée, à avoir un super collagène, et à avoir une simplicité de prise qui est très importante pour nous, parce que je le rappelle, notre but, nous, c'est que les gens aillent du début à la fin de leur cure, pas qu'ils prennent une fois du collagène et qu'ils arrêtent derrière. Donc je pense qu'on a réussi notre mission avec ce produit, et je suis sûr qu'il va rencontrer son public. Donc Et il sera qui disponible permet. en pharmacie et sur notre site miamla.com, comme d'habitude. Et cette membrane d'œuf, elle est très intéressante parce qu'elle te permet d'apporter du collagène, mais également il y a d'autres actifs qui sont associés comme de l'acide hyaluronique. Oui, exactement. Hmm. Acide hyaluronique, élastine. Il y a en fait cinq actifs qui sont contenus dans la membrane d'œuf. Hmm. Très intéressant. Bon, bah, on va suivre les lancements. Il y a d'autres actifs comme ça sur lesquels vous travaillez et qui vont sortir prochainement. Les actifs un peu inédits sur la Galenic Gummies. Oui, il y en a, il y en a, il y en a. Là, je peux pas encore tout dévoiler là-dessus, mais oui, il y a ceux sur lesquels on travaille aujourd'hui sont des actifs sur lesquels il n'y a pas encore de gummies présents sur le marché. Voilà. Ok. Et alors justement, comment tu es organisé en termes de R&D? Parce que on voit que c'est une fonction clé pour se différencier, pour innover. Qui travaille chez toi là-dessus? Tu travailles main dans la main avec tes façonniers qui ensuite produisent derrière. Comment ça se passe? Mm. Les fournisseurs d'ingrédients, j'imagine aussi? Aussi, alors, moi, je suis très impliqué sur la partie sourcing d'ingrédients. D'abord parce que j'aime ça, et parce que pour moi, c'est effectivement le nerf de la guerre pour garder notre longueur d'avance, d'essayer de sourcer les ingrédients sur lesquels il va y avoir des brevets, sur lesquels il y a des études cliniques. Donc, je scrute un petit peu ce qui sort, et les études qui sont publiées, pour savoir ce qu'on peut proposer d'efficace en gummies. Donc, c'est surtout moi qui suis impliqué sur cette partie-là. Ensuite, on a une équipe produit chez nous qui va faire les études de marché, on va dire classiques, repérer les tendances sur les termes de recherche, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Nous, on a une équipe online qui est assez développée, donc ils ont la capacité à aller voir s'il y a une appétence client pour ce type de produit. Derrière, on engage la formulation avec l'équipe R&D de notre façonnier, effectivement, qui nous aide à trouver ensuite parfois les bons combos et les bons excipients pour pouvoir valoriser les actifs que l'on amène. Et derrière, un comité scientifique qui va nous permettre aussi de valider la pertinence scientifique des assemblages d'actifs que l'on va faire. Ça, c'est pour toute la partie jusqu'à, on va dire, la fabrication des prototypes. Et après, derrière, une fois qu'on a les prototypes, on réalise des tests auprès de consommateurs qui sont des bêta-testeurs à qui on envoie les produits pour avoir leur retour, et pour pouvoir ajuster si besoin, ou pour pouvoir un peu connaître quels sont les avantages et les inconvénients de nos produits avant de les lancer. Donc voilà comment on fonctionne. C'est un Mhm. processus qui prend, on va dire, au minimum 1 an, et au maximum, comme pour des produits, comme je disais, comme par exemple comme le collagène, ou pour des produits comme les probiotiques vivants, qu'on a été les premiers à intégrer en gummies et que ça a été compliqué, ça peut prendre jusqu'à 2 ans ou 3 ans. Ok. Probiotique vivant, c'est un des derniers lancements de cette année, je crois. Oui, tout à fait, parce que là, pareil, on avait une problématique de fabrication par rapport à la gomme, euh, Parce problématique que de qui chauffe, dit chauffage dit exact. extinction des probiotiques en théorie. Et exactement.
Donc, trouver des souches qui puissent être résistantes à certaines chaleurs, proposer aussi des processus de fabrication un petit peu différents avec des incorporations à froid sur certains actifs ou des techniques qui nous permettent de maintenir du probiotique vivant dans le gummies. Ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui nécessitent beaucoup de tests. Hein. Voilà, c'est assez expérimental comme démarche. Derrière, le temps aussi de réaliser les études de stabilité. Donc, c'est pour ça que ça peut prendre beaucoup de temps parfois de mettre un produit sur le marché. Et vous lancez combien de produits par an pour donner une idée de la cadence d'innovation? Je dirais l'année dernière, on a dû lancer 5 produits à peu près dans l'année. C'est ça qu'on se met comme objectif, à peu près 3 à 5 produits par an. Ce qui fait une gamme de quelle largeur aujourd'hui? Là, aujourd'hui, on a 21 produits dans la gamme. Ok. Et pour continuer sur les chiffres, tu peux nous donner un peu des indicateurs sur le business, le chiffre d'affaires, le nombre de points de vente, etc. Oui, on a aujourd'hui à peu près 3000 points de vente physiques qui commercialisent les produits Pharmacie, en France et à l'étranger. Oui, pharmacie exclusivement, okay. Pharmacie et parapharmacie seulement. France et étranger. Étranger, on a 15 pays qui distribuent nos produits aujourd'hui. Et ça, c'est à peu près, on va dire, pour une petite moitié de notre activité. Et ensuite, il y a l'activité online qui est très forte chez nous également, par notre site en propre essentiellement. Voilà, ça fait, je disais, 7 ans que l'on existe. Voilà, l'entreprise se porte bien. Okay. Ça se passe bien et on espère. Nous, on est sur un objectif de long terme avec Miam Lab et notre but, c'est pas. Enfin, je vais parler moi personnellement là pour le coup. Mon but, c'était pas avec Miam Lab de faire un coup de revendre parce que le domaine des compléments alimentaires est tendance et de se dire il y a quelque chose à faire et demain je vais aller faire complètement autre chose. C'est pas du tout ma vision. Moi, par rapport à Miam Lab, je dis parfois en rigolant que si je fais mon pot de retraite chez Miam Lab, je serais très heureux. Donc voilà, je suis plutôt dans une logique de long terme. J'ai une profonde conviction que ce qu'on fait en termes de produits a une utilité pour des gens. La dernière démonstration qu'on a eue de ça, c'est le référencement qu'on a eu auprès de l'OCP Hôpital, où nos gummies sommeil sont les premiers gummies à rentrer à l'hôpital pour des patients parce qu'il y a une prise de conscience qu'il y a des patients à l'hôpital qui ont des problématiques pour avaler des gélules et comprimés et que peut-être une gomme peut les aider à avoir ce dont ils ont besoin, mais sans cette problématique d'avaler une gélule. Donc pour moi, depuis le début, j'ai une conviction extrêmement forte sur l'utilité de ce qu'on fait pour les gens, pour les patients, et malgré les vents contraires, les courants qu'il peut y avoir sur les gummies, parce que tout le monde a son opinion sur le sujet, je suis convaincu que cette galénique a de l'avenir et que demain, elle s'imposera comme une galénique importante, stable et durable sur ce marché. Donc, nous, on veut en être un acteur historique, un pionnier, et c'est ça l'ambition que j'ai pour Miam Lab. Et c'est quoi ta vision? Tu disais que tu passerais peut-être l'essentiel ou voir toute la carrière chez Miam Lab. C'est quoi ta vision déjà dans 5 ans de la marque, de l'entreprise? Disons, comme je te disais, on veut être un acteur majeur sur ce segment du gummies. La vision à 5 ans, c'est celle-là. Évidemment, on a encore beaucoup de notoriété à aller chercher. Notre marque n'est pas aujourd'hui aussi connue que peuvent l'être des acteurs importants du marché, des marques historiques. Donc, c'est de réussir à ancrer notre marque encore davantage dans le paysage pharmaceutique et de réussir à l'exposer à un maximum de clients, de consommateurs, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que peuvent avoir les gros groupes pharma. Donc forcément, ça prend plus de temps. Hein. On ne peut pas faire des campagnes d'affichage toutes les semaines dans toute la France.
les pages dans les magazines, etc., etc. Donc on le fait avec à notre vitesse, mais chaque fois que des personnes ont l'opportunité de tester le produit pour la première fois, souvent ils reviennent, ils adhèrent, ils en parlent autour d'eux, il y a du bouche à oreille. Donc cette diffusion, c'est ça mon ambition pour les 5 prochaines années, c'est qu'elle continue auprès du consommateur, du coup que notre marque devienne encore plus notoire que ce qu'elle est aujourd'hui et qu'elle s'impose naturellement dans le paysage pharmaceutique. En France et à l'international, comme tu le disais. Oui, en France, à l'international, parce qu'il y a des marchés dans lesquels, effectivement, la gummy est beaucoup moins présente. Je pense, en Suisse, par exemple, on est numéro 1 du marché des gummies. Ok. On est présent dans 70% des pharmacies suisses, quoi. C'est énorme. Et ça, tu traites un pays comme la Suisse, tu le travailles en direct, tu as un distributeur local, comment ça se passe? C'est ça, avec un distributeur local, en l'occurrence, avec qui on travaille depuis plus de 4 ans. Donc, on a relation de confiance, on a eu le temps de former les équipes, de travailler avec au quotidien. Et c'est avec, voilà, eux ont des super équipes qui sont super bien staffées et qui connaissent très bien leur métier, qui visitent les pharmacies tous les jours. Et nous, on leur apporte en plus l'innovation, la connaissance produit et une part de marketing au quotidien. Et la stratégie internationale dans les autres pays, là tu parlais d'une quinzaine de pays, elle se fait exclusivement en pharmacie ou aussi elle passe par Internet, par le fait, par exemple, que quand tu es chez Amazon, ça te permet de distribuer dans plusieurs pays en même temps? C'est essentiellement de la pharmacie aujourd'hui, mais c'est vrai que des canaux comme Amazon ou autres peuvent permettre d'adresser des clients online à l'étranger aussi. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, c'est essentiellement de la pharmacie. Alors justement, je veux bien qu'on s'attarde sur ce circuit de la pharmacie parce que je pense qu'on peut dire que historiquement, la marque était plutôt une DNVB. Elle est née sur le digital, hein, et était distribuée exclusivement sur le digital. Et comme beaucoup de DNVB, tu as tenté, et pour le coup avec succès, cette bascule, ce tremplin vers la pharmacie. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les difficultés? Parce qu'on sait aussi que c'est pas simple pour les marques qui sont pure digitales d'aller en pharmacie, que les places sont chères, que les pharmaciens ne vous attendent pas forcément. Voilà, c'est quoi à la fois les difficultés et les clés de succès pour rentrer en pharmacie quand on vient du digital? Alors, en effet, la pharmacie, c'est un chemin de croix. C'est le cas de le dire, un chemin de croix verte. Exactement. D'abord, il faut montrer patte blanche et je pense que là, voilà, il faut pouvoir prouver le sérieux de la marque d'un point de vue de la formulation, de la fabrication, puisque voilà, il y a une sélection à l'entrée qui est déjà forte. Et derrière, il faut pouvoir proposer un accompagnement des officines au quotidien. Et c'est peut-être ça le plus difficile parce que sur la partie formulation et fabrication, beaucoup de produits mériteraient d'avoir leur place en pharmacie. Mais après, il faut pouvoir y aller, les voir, présenter les produits. Et c'est pas tout d'y rentrer. Derrière, il faut ensuite proposer un accompagnement aux pharmaciens, jouer les trades sur l'année, etc. Donc, nous, on avait commencé avec des agents commerciaux qui nous avaient permis effectivement d'atteindre un premier step de nombre de pharmacies assez important. On était arrivé à 700, 800 pharmacies. Ce qui est déjà bien. Hein. Ce qui est déjà bien, effectivement. Et ensuite, on a travaillé effectivement avec une force de vente externalisée qui, là, adresse moins de marques que les agents commerciaux, a une relation de proximité plus proche avec les officines et les visite beaucoup plus régulièrement. C'est le modèle dans lequel on est aujourd'hui encore et je pense que c'est pour nous le bon modèle parce que ça nous permet à la fois de ne pas supporter complètement la charge d'un réseau commercial en interne qui est très coûteux, et en même temps d'avoir une présence qualitative de personnes qui sont formées, qui présentent la marque depuis des années maintenant, et qui savent l'animer aussi au fur et à mesure de l'année et proposer un accompagnement qualitatif aux pharmaciens.
Je pense qu'il faut se mettre aussi dans la peau d'un pharmacien qui référence un nouveau produit. Le nouveau produit, il faut qu'il y ait de la communication dessus, il faut qu'il y ait de l'animation commerciale, il faut qu'il y ait de la PLV, il faut qu'il y ait de la visibilité. Je veux dire, voilà, c'est pas aux pharmaciens. On demande, nous, les labos, toujours aux pharmaciens de faire du conseil de nos produits. Mais il a beaucoup, beaucoup de produits à conseiller. Donc, effectivement, demander du conseil, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir l'aider à vendre les produits. Et c'est ce qu'on essaye de faire grâce à notre force de vente. Donc, c'est ça notre stratégie. Et après, je disais, c'est un chemin de croix parce qu'il faut du temps, de la patience, en particulier quand on est sur un produit comme le gummies où, tu l'as suivi, toi, puisque tu es dans l'écosystème et tu connais très très bien les marques. Et bon, les gens qui suivent aussi les compléments alimentaires le savent, le gummies, tout le monde a son avis dessus. Et en général, l'avis est assez tranché. Ouais, c'est assez clivant comme marché, ouais. C'est assez clivant. Donc, c'est sûr que pour nos délégués pharmaceutiques, ça demande aussi de l'effort pour expliquer notre démarche, pour montrer encore plus notre sérieux, parce que on peut comprendre que quelqu'un se dise au début « Oh, mais c'est des bonbons, etc. » C'est un premier niveau de lecture. Mais il faut emmener le pharmacien vers un deuxième niveau de lecture qui est de dire « Non, mais attendez, c'est pourquoi on le fait, pour qui on le fait, à quoi ça sert, est-ce que ça peut avoir une utilité pour des gens ? Monsieur le pharmacien, est-ce que vous demandez à vos patients aujourd'hui, quand ils rentrent dans votre pharmacie, si la dernière cure que vous leur avez conseillée, ils l'ont terminée ou pas ? Vous leur posez la question ? Ah ben non, on ne leur demande pas. Mais est-ce que vous pensez que c'est idiot de le faire ? Non, c'est pas idiot. Mais voilà, donc ça se travaille, c'est-à-dire de se dire, dans le conseil en pharmacie, on va aussi intégrer une notion d'usage du complément alimentaire. Et on ne va pas seulement demander qu'est-ce que vous voulez, mais on va aussi demander quelles sont vos habitudes de consommation du complément alimentaire. Ben voilà, former les équipes à ça, éduquer le pharmacien à ça, c'est long, ça prend du temps. En revanche, les pharmacies chez qui on le fait ont une réussite derrière qui est très forte sur la galénique gomme et une satisfaction des patients par rapport à la galénique aussi qui est très forte parce qu'ils ont réussi à bien la positionner et à pas seulement percevoir la gomme comme un phénomène de mode et essayer de surfer dessus, mais à se dire la gomme peut servir à certains de mes patients et je vais créer de la satisfaction à mes patients parce qu'ils vont venir me voir quelques semaines plus tard en disant merci de m'avoir conseillé ça, c'est la première fois que je termine ma cure. Voilà, donc c'est cette dynamique-là dans laquelle on essaie de s'engager et c'est pour ça que ça prend du temps parce que comme tu le vois, ça prend déjà du temps à l'expliquer là, quand j'essaie de le faire, donc ça prend du temps aussi à être mis en place dans les 19 000 officines françaises. Quand tu parles de service aux pharmaciens, donc tu as évoqué la formation qui est important. Est-ce que vous faites aussi des animations sur le point de vente pour aider au sell-out en fait ? Oui, on fait aussi, ça arrive. C'est plus rare parce qu'on privilégie quand même la formation. Pour moi, il y a personnellement, j'en fais beaucoup aussi des formations sur le terrain parce que on te voit des fois avec ta blouse dans les pharmacies. Oui, j'arpente les routes pour aller former parce que d'abord, je veux entendre ce que les équipes officinales disent et pensent de nos produits et des gommes de manière générale. Et voilà, et aussi savoir quelles sont leurs réticences, quelles sont les attentes des clients. Ça aide aussi beaucoup dans le développement produit parce qu'ils nous donnent des idées à chaque fois. La formation, c'est ce qu'on privilégie parce qu'on doit faire tomber des a priori aussi. Moi, je commence toujours mes formations par ça. Je leur dis alors, qu'est-ce que vous pensez des gummies ? Allez-y franchement, dites-moi ce que... Bon. Et allez, dans 80% des cas, il y a des personnes dans les équipes officinales qui sont réticentes. Oui. Et c'est intéressant de comprendre tout de suite les points négatifs. Ouais. Voilà, et essayer de comprendre pourquoi. C'est bourré de sucre. Ah, d'accord, mais pas chez nous. Vous voyez, la gamme Yum Lab, vous n'avez pas de sucre. Ah, d'accord. C'est sous-dosé. Ah, c'est sous-dosé, d'accord. Qu'est-ce que vous attendez comme dosage ? 300 mg sur du magnésium, c'est ce qu'on a chez nous. 14 mg sur du fer, c'est ce qu'on a chez nous, etc., etc. Mais ça demande de déconstruire comme ça certaines idées reçues qui ont été entretenues ces quelques dernières années. Et
C'est pour ça qu'on privilégie la formation, parce que finalement, animer le point de vente une journée pour qu'ensuite l'équipe officinale ne soit pas convaincue du produit qu'elle doit vendre, ça ne sert à rien. Nous, on préfère fortement avoir des petites équipes qui sont convaincues de l'utilité du produit plutôt qu'essayer de le sortir à tout prix avec des animations. Et je veux bien qu'on parle maintenant plus de marketing et de communication. Donc les réseaux sociaux, c'est un levier majeur pour vous. Je vois là 66 000 followers sur Insta. Je ne sais pas si vous êtes présent sur d'autres réseaux grand public, forcément. Comment tu gères ça? Comment vous animez ça? La marque est aussi pas mal incarnée par toi. Voilà, c'est quoi l'équilibre des différents réseaux et quelle est la part d'incarnation dans tout ça? Oui, les réseaux sociaux sont une grosse part de notre communication. Non pas parce qu'on vise des jeunes, parce qu'aujourd'hui, l'idée un peu de se dire réseaux sociaux égale les jeunes, bah non, c'est pas vrai. Regarde la tranche d'âge, la consommation de Facebook sur la tranche d'âge 55-65, elle est énorme. Donc, Et même les réseaux Instagram. sociaux aujourd'hui, et Instagram également. Donc, les réseaux sociaux touchent absolument tout le monde. C'est le média de masse aujourd'hui sur lesquels les gens passent beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça que nous, on le privilégie clairement dans notre stratégie. Et ça demande pour nous beaucoup de création de contenu. C'est très contenuvore, les réseaux sociaux. C'est pas comme une pub télé qui va tourner pendant 1 an et demi. Là, il faut pouvoir produire des dizaines et des dizaines de contenus par semaine. C'est Et pas à alors, qui toi de s'occupe dire de ça, ça? parce T'as que une Nutrikeo, équipe? vous produisez aussi beaucoup de contenu. Ouais, bien sûr, Oui, ouais. Pour beaucoup de marques, ouais. c'est ça. Donc, on a une équipe effectivement qui produit du contenu en interne. On fait appel aussi à des personnes pour tester les produits et pour faire des témoignages. Ce qu'on Et appelle de on a l'UGC. ce qu'on appelle de l'UGC, effectivement. Et on investit nos budgets pour sponsoriser nos publications sur la plupart des réseaux sociaux et les rendre visibles. C'est ce qui nous permet aussi, là, d'avoir plusieurs millions d'impressions tous les mois et de faire en sorte que la marque gagne en notoriété et toujours déclencher ce fameux premier achat qui ensuite, derrière, fidélise. Et pour compléter sur la partie réseaux sociaux, je veux bien aussi qu'on parle de LinkedIn. Donc là, du coup, ça reconnecte plus avec toi en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, et puis il y a aussi un peu de personal branding derrière. Tu es assez communicant sur LinkedIn. Tu partages pas mal de choses à la fois dans la vie de l'entreprise, puisque c'est comme ça qu'on te voit à l'action dans les pharmacies, mais aussi sur tes loisirs perso comme la nage que tu pratiques. Et dont tu parles sur les réseaux sociaux. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de cette dimension plus communication personnelle et LinkedIn? Oui, alors pour être très honnête, en fait, cette communication personnelle, c'est quelque chose avec lequel j'ai jamais été à l'aise. Et pourtant, depuis 7 ans, depuis que j'ai lancé la boîte, on me dit il faut prendre la parole sur LinkedIn en tant que personne, pour s'engager sur des sujets sociétaux, pour avoir une voix sur les sujets de santé, etc. Et je m'en suis jamais vraiment senti une légitimité. Et j'ai essayé de temps en temps, mais j'arrivais pas à tenir une régularité. À côté de ça, j'ai effectivement quelques passions en dehors du boulot, dont la natation, et la natation en eau libre, en l'occurrence. Et ça, pour le coup, c'est un sujet dont j'adore parler. Et non pas seulement pour la performance sportive, parce que c'est pas tant ce qui m'intéresse le plus. Moi, je suis pas un grand compétiteur ou sportif. C'est plutôt pour ce que ça m'apporte au quotidien, en fait. J'ai un vrai ressenti de bien-être et de prise de recul avec la pratique de la natation. Et toi qui cours beaucoup, ça doit être exactement la même chose, j'imagine, pour la course. Complètement. Et en fait, je me suis dit, ben voilà, finalement, si ça peut avoir un intérêt de parler de soi, de faire du personal branding pour la marque, moi,
je veux bien le faire en parlant aussi de ma passion et de ce que ça m'apporte au quotidien. Pas forcément en prenant la parole en tant que leader d'opinion sur un sujet, parce que c'est pas ma personnalité, mais plutôt en partageant ce sport qui est assez méconnu et assez peu pratiqué finalement, la natation en eau libre, et expliquer un petit C'est peu les vrai. bénéfices que ça peut avoir, ce que ça m'amène, et peut-être inciter des gens à le faire, et nouer des nouveaux contacts avec des personnes qui vont me dire bah, allez, si tu fais cette compétition, je t'accompagne, et c'est comme ça. Donc voilà, c'est à la fois communautaire et pour partager les bienfaits de cette discipline. Donc c'est comme ça que j'ai réussi finalement à me lancer un petit peu dans ce fameux personal branding dont tout le monde parle. Et si tout le monde en parle, je pense que c'est pas non plus pour rien. C'est parce qu'effectivement, je crois qu'aujourd'hui, les marques, et je le ressens moi aussi dans les marques que j'achète, j'aime qu'elles soient incarnées. On aime avoir une histoire derrière, on aime savoir un petit peu ce qu'il a, enfin, voir autre chose que juste les produits. Hmm. Et voilà, j'essaye du coup de porter un petit peu cette voie-là pour que les gens puissent voir quelle est l'idée, quel est le projet, quelles sont les personnes, d'ailleurs moi ou d'autres personnes de l'entreprise, mais qui sont les gens qui sont derrière les produits que ces personnes-là achètent. Ouais, complètement. Et je pense que effectivement, ta communication LinkedIn y participe. Et cette histoire sur le sport, la nage en eau libre, etc., elle est également intéressante parce qu'elle met en avant la facette de l'entrepreneur avec comment tu fais pour trouver ton équilibre vie pro, vie perso, qui est compliqué à trouver quand tu es entrepreneur. C'est quoi tes soupapes pour penser à autre chose, etc. Et parler de sport, bah, ça a beaucoup de sens aussi sur cette facette entrepreneuriale. Oui, tout à fait. Super intéressant. C'est quoi les objectifs sportifs des prochains mois ou de l'année prochaine? Alors déjà, bah, j'ai une petite compétition de 5 km en mer à La Ciotat là, qui arrive, à laquelle je me prépare. Très Euh, bien. voilà. Et non, et ensuite, comme je te dis, moi, c'est plutôt ce qui m'intéresse plus que la performance, c'est la régularité de la pratique. Euh, de prendre ce petit temps en fait dans mes journées. Moi, j'ai deux enfants, j'ai la boîte, c'est des choses qui sont assez prenantes. Hmm. Euh, de réussir à prendre ce petit temps voilà, pour pouvoir nager, quel que soit le rythme, quelle que soit la vitesse, ben, c'est déjà pour moi important, et c'est ça qui m'apporte le plus au quotidien. Donc on va dire que mon objectif, c'est de pouvoir réussir à garder ça et à un peu sanctuariser cette routine. Comme vrai rituel d'hygiène de vie, quoi. Ouais, exactement, c'est Hmm. ça, c'est ça. Et je pense même dans la relation avec les autres et tout, moi j'y vois plein de bénéfices. T'es plus calme, t'es plus détendu, ça permet d'évacuer un peu des Bien sûr. tensions, voilà, c'est des moments. En plus, le contact avec l'eau, Hmm. il est assez particulier quand Qui est même, un parce que quand élément naturel un peu brut. Ouais. c'est ça, Hmm. et la mer encore plus, parce Hmm. que elle est changeante, Hmm. la visibilité est jamais la même, la Ouais. température non plus. Je, Hmm. je nage l'hiver sans combinaison, et le froid, ça ajoute une dimension supplémentaire. Hmm. On dit même que ça a un effet euphorisant. Il y a une notion aussi un peu de risque, parce qu'il ne faut pas y passer trop de temps. Voilà, donc si tu veux, tout cette moi, ça, je trouve ça fascinant. Je trouve que Hmm. c'est génial de pouvoir intégrer ça dans des journées qui, le matin, sont dédiées au boulot, l'après-midi, boulot. Mais à un moment, entre midi et deux, il y a une espèce de parenthèse de reconnexion avec la nature qui fait vachement de bien, quoi. Non, je trouve ça hyper intéressant parce que j'ai découvert le sport, je le connaissais, mais j'avais jamais entendu ou lu personne en parler. Donc, je l'ai découvert à travers ce que tu en as écrit hein, sur les réseaux. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé effectivement beaucoup de parallèles avec moi, ma vie d'entrepreneur et ma pratique personnelle d'un autre sport d'endurance qui est beaucoup plus terrestre, qui est l'ultra trail. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles effectivement sur effectivement la clarté d'esprit que ça apporte, la gestion des énergies, la gestion du stress, etc. Ouais, ouais, Bien sûr. clairement. Et tu vois, j'entendais un docteur connu qui est Jimmy Mohamed, qui Oui. intervenait sur RTL il y a quelques jours, et qui parlait de la dépression légère à modérée.
Alors, il expliquait que le safran avait des effets bénéfiques éprouvés sur la dépression légère à modérée. Donc ça, j'étais content parce qu'on en vend. C'est la première chose. Mais il disait aussi que l'activité, en général, en cas de dépression légère à modérée, c'est pas du médicament qui doit être prescrit, c'est d'abord de l'activité physique. Oui, bien sûr. Et oui, je pense qu'effectivement, ça commence par ça. Et ça induit après des comportements aussi qui sont vertueux en termes d'alimentation. Bien sûr. Ça, moi, je le remarque chez toutes les personnes qui font un peu de sport, elles s'alimentent en général d'une meilleure manière Tout à que fait. les autres. En fait, c'est une Et quand brique qui enclenche tout un cercle vertueux derrière. Exactement. Et si tu enclenches en fait activité physique, alimentation et sommeil, Et sommeil, ça vient tout de suite derrière aussi. ça, tu as déjà 3 briques qui sont essentielles pour ton état de forme général. Très clair. Donc, Parce que si tu es un voilà. peu stressé, enfin même beaucoup stressé parce que tu as des soucis au boulot, etc., il suffit que tu ailles faire une séance de sport, quelle qu'elle soit, tu dors beaucoup mieux le soir et le lendemain, bah, tu es doublement plus reposé et physiquement et mentalement. Exactement. Donc, Voilà. c'est vrai que, bon, les compléments alimentaires, c'est aussi un domaine qui me passionne parce que je suis convaincu qu'il y a une surconsommation médicamenteuse, en particulier en France, et qui pourrait être évitée, et que le recours aux médicaments, il ne doit pas être automatique. Donc, toutes les approches, on parle beaucoup de santé intégrative, de tout ce qui peut Oui, être fait, en fait, non pas pour éviter le médicament, mais en tout cas pour faire en sorte que on puisse avoir recours à d'autres choses. Donc, et ces autres choses qui peuvent être l'activité physique, qui sont l'alimentation, qui peuvent être les compléments alimentaires, qui sont le travail sur le sommeil, moi, je suis fondamentalement convaincu que c'est cette approche-là qui fait de nous des personnes en bonne santé, plutôt que d'avoir toujours une approche curative au moment où ça va déjà pas bien, en fait. bien sûr, c'est la base. Très intéressant. Bah, écoute, on approche de la fin de cette discussion. Alors, je voulais aborder quand même un sujet qui est en lien avec le financement de l'entreprise parce que je pense que tu as des choses à partager. C'est pas simple de lancer une marque, de l'implanter. Tu l'as dit tout à l'heure. Ça demande des moyens commerciaux, des moyens marketing pour se faire connaître. Donc, je crois que tu as levé des fonds et notamment, chose originale, auprès du groupe M6. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Du groupe M6 et je crois de certains investisseurs ou business angels plus ou moins connus. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect un peu financement des startups? Oui, le financement des startups, enfin, nous, dans notre cas, le financement a été nécessaire pour amplifier la communication au démarrage. Non, parce que voilà, c'est un univers dans lequel il y a tellement d'acteurs, tellement de concurrence et surtout des acteurs très établis qu'à un moment, si on veut pouvoir un peu pointer le bout de notre nez et être un peu visible, il faut pouvoir avoir les moyens de le faire. Donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché de business angels, d'investisseurs privés au départ, en présentant le projet et voilà, en séduisant pour avoir ensuite les moyens de pouvoir grandir. Et la logique d'M6, quand on s'est rencontrés, c'était un petit peu la même. C'était dire, ben, eux avaient la conviction que notre produit avait besoin de plus de notoriété et de plus de reconnaissance pour pouvoir être adopté par les consommateurs, que ont été séduits par l'approche. Moi, je me rappelle, la première chose qu'ils avaient fait quand on s'est rencontrés, c'est de mettre les produits un peu dans l'open space chez eux, là-bas. Il y a tout un tas de monde, et de voir un peu les réactions des gens, quoi, d'observer ce qu'ils font, ce qu'ils consomment, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils ont vu, les gens adoraient, ils prenaient, ils mettaient sur son bureau, ils gardaient, ils ramenaient chez eux, tout ça. Ils se sont dit, bon, en fait, il y a quelque chose, il y a un vrai... Le produit répond à un besoin. Maintenant, il faut que le grand public le sache. Et c'est à ça que servent des fonds. Et c'est à ça que sert notamment le... Enfin, c'est ça qui était la logique dans la participation d'M6. Donc, voilà, en premier lieu, il a fallu montrer qu'il y avait un marché, qu'il y avait une pertinence pour le produit. Le produit, ça reste quand même la base. Et derrière, l'aide d'investisseurs nous permet d'obtenir plus de visibilité.
Et M6, ils ont investi traditionnellement avec de l'argent, ou alors c'est un système qu'on appelle de media for equity, c'est-à-dire qu'ils ont, en échange de parts de la boîte, ils t'ont offert, entre guillemets, de l'espace publicitaire dans leur groupe. Et ça a été les deux en fait, D'accord. puisque ouais, ça a été un mix avec de l'argent pour pouvoir investir sur d'autres choses que de la télé, Ok. de la présence télé et également la mise en relation avec la personne qui a été notre égérie pendant un an sur la marque, Karine Le Et oui. Marchand, Et oui. pour porter la notoriété de la marque plus haute et pour D'accord. incarner la marque dans nos publicités. Donc ça, c'est bien en lien avec M6. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Et c'est terminé, tu dis, ça a été pendant un an, Oui, c'est l'égérie? ça. C'était une collaboration d'un an. D'accord. Et maintenant, on continue la pub télé, mais avec des spots classiques, et on continue la pub sur les réseaux sociaux. D'accord. Pas de nouvelle égérie en vue? Pas pour l'instant, mais C'est en après, il y a discussion? des... Non, en fait, disons que aujourd'hui, on privilégie des profils spécialisés santé avec lesquels on travaille sur la recommandation, la prescription, euh, avec des communautés beaucoup plus petites, mais avec un conseil plus spécialisé. Donc, Hmm. on est plutôt orienté vers cette stratégie-là aujourd'hui que vers la stratégie de macro-égérie. Donc c'est qui, par Comme exemple? on C'est a des pu le faire. influenceurs potentiellement santé, professionnels de santé sur les réseaux, ou Oui, carrément des ou même prescripteurs? ouais, ou même parfois pas influenceurs du tout, mais des gens qui nous contactent. Euh, on en a beaucoup dans le domaine de la santé mentale, Oui, des psychologues ou des médecins généralistes qui sont si bien sensibilisés à ces questions-là, parce on a plusieurs produits dédiés à ça, avec notamment le safran le que tu évoquais. safran, ouais, Ouais. avec le safran pour l'humeur et l'anxiété. On a un produit gummy stress aussi qui contient du GABA Hmm. et des plantes adaptogènes. On a du magnésium aussi qui agit sur la fatigue et la nervosité. Donc voilà, les professionnels de santé, on découvre aussi parfois des professionnels de santé qui prescrivent nos produits sans qu'on le sache et qui finissent par nous contacter pour nous dire ah ben, juste pour vous dire que j'apprécie vos produits et que je les prescris à mes clients, à mes patients. Et donc, c'est avec ces gens-là qu'on aime bien collaborer ensuite, que ce soit visible ou non d'ailleurs, hein, parce que parfois il y a des gens qui témoignent en visible, mais d'autres qui sont des personnes avec qui après on s'entretient pour comprendre un petit peu ce qui les motive dans nos produits, ce qu'ils aimeraient y voir, comment on peut les améliorer. Donc voilà, c'est plutôt ce type de collaboration aujourd'hui qu'on privilégie. D'accord. Bah écoute David, c'est l'heure de la question signature de ce podcast. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et toi, qu'est-ce que tu as fait d'impossible ces 7, 8 dernières années, ou même encore avant? Waouh, qu'est-ce que j'ai fait d'impossible? Euh, euh, c'est une question difficile, ça. Ah bah oui. Écoute, moi, ce qui me semblait, je vais te dire, ce qui me semblait impossible, c'était en- quand tu travailles sur un projet, même si tu travailles sur des produits et que tu as quand même une ambition, que ce soit un projet grand public, que beaucoup de gens l'adoptent, tout ça, quand tu réalises que tu as des vrais clients et que tu as des gens euh, qui intègrent tes produits et ça fait partie de leur vie aujourd'hui. Et ça, on en a beaucoup. Quand on regarde notre base client, il y a des gens qui passent des commandes chez nous tous les mois, donc ils sont à leur 30e, 40e commande. Et ben ça, moi, c'est quelque chose qui me paraissait impossible et qui encore aujourd'hui enfin, voilà, me génère énormément d'émerveillement parce que je me dis, c'est dingue qu'une idée se transforme dans quelque chose qui est un élément indispensable du quotidien de certaines personnes. Hmm. Et très concret, parce que ta petite boîte cylindrique, elle va se retrouver concrètement chez les gens, dans leur cuisine, dans leur salle de bain, ou je ne sais où. Exactement. Et c'est Hmm. des gens qui ne te connaissent pas, qui t'ont Oui, jamais rencontré, qui savent pas quitter, etc. Et que parfois tu as l'occasion de croiser dans un salon ou ça, et qui te racontent leur histoire personnelle qu'ils ont vécue avec le produit. Parce que
on a des produits qui sont là pour résoudre des problèmes. Donc, c'est à la base des gens qui ont des problèmes et on apporte une solution. Donc, il y a toujours des histoires personnelles derrière. Il y Et a tu toujours crées un un lien contexte, il y forcément a avec ces toujours, personnes-là. et tu crées un lien avec ces personnes. Et ça, voilà, ça, c'est la chose qui, je trouve, m'a dépassé dans cette aventure, d'entendre ces histoires-là et d'entendre des personnes et des témoignages de gens à qui parfois me disaient vos produits m'ont changé la vie, etc. Et ça, c'est extrêmement touchant et ça dépasse un petit peu l'aspect voilà, business et commercial et ça ramène à ce pourquoi on le fait et ça donne beaucoup de sens. Donc, c'est ça qui, je ne sais pas si ça répond exactement Si, à cette complètement. question, Si, mais c'est, complètement. en tout cas, moi, c'est le truc qui m'émerveille à chaque fois que je le vis et qui redonne un boost d'énergie énorme. Mmh. Et c'est finalement le fondement et la raison d'être de l'entrepreneuriat et de la création de marques. Quand tu crées une marque avec des vrais produits, bah effectivement, t'as des vrais gens qui les utilisent au quotidien. Et tout ça n'est parti que d'une idée qui, à un moment donné, a émergé dans ta tête quelque part. Donc Voilà, c'est ça, c'est la c'est la beauté. concrétisation de ça qui Ouais. est assez incroyable. Bah, écoute, merci beaucoup David pour ton temps. C'était hyper intéressant. Je pense que tu as donné envie à toutes celles et ceux qui nous écoutent de déjà de tester tes produits en pharmacie ou sur Internet. Je crois qu'il y en a pour tous les goûts et tous les besoins. Et puis peut-être aussi que tu as éveillé l'envie de créer des marques auprès des futurs entrepreneurs et puis l'envie aussi de bouger et de peut-être d'aller nager, que ce soit en eau libre ou dans d'autres eaux. Voilà. Ouais, Merci bah beaucoup pour écoute, ton temps. tant mieux. Bah, merci à toi pour l'invitation. Et bah, si jamais il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que tu viens de dire, à qui ça peut donner envie, bah, qu'ils n'hésitent pas à me contacter sur LinkedIn. C'est le réseau sur lequel j'échange le plus facilement. Voilà. Très bien. Bah, merci à toi encore. Et puis, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Nutrition où nous irons une fois de plus à la rencontre d'un entrepreneur ou d'une entrepreneure de la nutrition et de l'alimentation. À très bientôt. Salut tout le monde.